Bonjour à tous. Et si on invitait les hommes à écouter ce qui se dit dans les réseaux féminins? C'est ce qu'Anne Lauvergeon avait suggéré dans un Women's Forum. Et elle a raison. Il est impératif d'intégrer les hommes dans le débat sur la mixité. Pourquoi? Pour une raison simple, pragmatique. Les hommes, aujourd'hui, détiennent 89% des postes dans les comités exécutifs en Europe. Ils ont donc le pouvoir. Mais ils ont aussi le pouvoir de changer la donne. L'enjeu est éthique, bien sûr, mais il est aussi économique. C'est ce que disait Magali tout à l'heure. S'il y avait davantage de femmes dans l'économie numérique, l'Union européenne gagnerait 9 milliards de PIB en plus. C'est un enjeu crucial. C'est pour ça que nous avons dédié cette table ronde à l'engagement des hommes. Nous en avons besoin. Nous avons dans cette table ronde des patrons, des expertes, une humoriste, un expert. Première thématique, dans la tête des hommes. Jean-Marc Daniel, je me tourne vers vous. Vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe. Expliquez-nous que s'est-il passé dans la tête des hommes pour que, jusqu'en 1967, le palais Brognard, où nous sommes aujourd'hui, soit interdit aux femmes? Je pense que les hommes ont réagi comme tout groupe social, humain, organisé, qui a à un moment donné la possibilité d'exercer le pouvoir. La société s'est organisée autour de la famille, et dans la famille, l'homme représentait une forme de force, brutale quelquefois, mais une forme de force qui correspondait assez bien aux travaux agricoles. Et à partir de ce moment-là, dans le temps, l'homme a conforté en permanence. Alors c'est vrai que les progrès se sont faits avec deux types d'à-coups. Des à-coups où il y a des gens qui, pour des raisons, je dirais, éthiques, ont trouvé ça insupportable, donc ont fait avancer. On a fini par donner le droit de vote aux femmes, avant de leur donner la possibilité d'accéder au palais Brognard. Et puis, parce qu'il y a des nécessités économiques et des nécessités technologiques. Je reviendrai éventuellement là-dessus, mais la possibilité de mettre la force brutale en concurrence et de faire disparaître la force brutale au profit des robots fait que cette capacité qu'avait l'homme à imposer sa domination s'est érodée progressivement. Alors pourquoi les années 60 ? Là aussi, je ferai une remarque sur le fait que ça n'a pas toujours été un progrès linéaire avec une amélioration de la situation. Il y a des périodes où les femmes avaient davantage accès au monde des affaires qu'au 19e ou 20e siècle. Vous avez tous entendu parler de Marie Brizard et de Veuve Clicquot. C'était des femmes qui dirigeaient des entreprises et qui dirigeaient des entreprises au XVIIIe siècle. Alors qu'au XIXe siècle, les réglementations qui avaient été mises en place, non seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays, leur interdisaient. La Veuve Clicquot n'aurait pas pu être un personnage du XIXe siècle alors qu'elle a été un personnage du XVIIIe siècle. Si vous avez lu Le Bossu de Paul Féval, le personnage clé dans la rue Quincampoix, qui est l'ancêtre de l'endroit où nous nous trouvons, c'est Madame Chaumont. Et le personnage qui réalise les principales, qui réussit à faire des bénéfices considérables, c'est Madame Dutensin, qui était la mère de d'Alembert. Ce n'est pas d'Alembert, le mathématicien qui fait des calculs de probabilité, qui est le génie de la finance, c'est sa mère. Et sa mère, elle réussit à le faire parce qu'elle a à l'époque le droit de le faire parce qu'elle est noble. Et donc, il y a eu aussi, à un moment donné, des critères qui n'étaient pas uniquement homme-femme, qui étaient aussi noblesse, roture, qui étaient... Donc, la situation peut évoluer dans tous les sens. Donc, je pense que ce qui a changé la donne, c'est l'évolution des mœurs, c'est l'évolution de la technologie. C'est aussi le fait qu'à un moment donné, même les hommes se sont aperçus que leur intérêt propre était d'associer de façon plus directe et de façon plus égalitaire les femmes à leur destin. Absolument. Dernière remarque, moi j'appartiens à une génération où quand je suis rentré à l'école polytechnique, c'était un événement qui est des femmes et tout le monde connaissait Anne Chopinet. Plus personne ne sait qui est Clémentine Marcovici. Et Clémentine Marcovici, c'est la première femme de l'histoire à être sortie major de l'école polytechnique. Anne Chopinet était rentrée major, tout le monde en avait parlé, mais elle n'était pas sortie major. En revanche, il y a une jeune femme qui s'appelle Clémentine Marcovici qui est sortie major. Et personne n'en a parlé parce que tout le monde considérait normal, banal, qu'une femme sorte major de l'école polytechnique. Merci. Et c'est ça peut-être le meilleur événement qui soit arrivé sur l'école polytechnique. Merci Jean-Marc Daniel d'avoir rendu hommage à ces pionnières. Marie-Christine Maillas, je me tourne vers vous. Vous êtes l'ex-présidente du réseau PWN, un réseau international de femmes cadres, sup et dirigeantes. Vous êtes aussi ingénieure IT. Vous venez de diriger un ouvrage collectif, Mixité quand les hommes s'engagent aux éditions Erol. Et vous avez interrogé 12 grands patrons qui tous ont exprimé le désir qu'il y ait davantage de mixité dans l'entreprise. Il y a le désir des patrons, mais ça bloque. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, effectivement. Et pour commencer, peut-être, je vais citer certains d'entre eux qui se sont exprimés dans le livre. Je vais commencer par citer Monsieur Landel, directeur général de la Sodexo, qui, quand il parle de la mise en place de la mixité, en parle comme dit, c'est le chantier de change management le plus difficile que j'ai eu à mener. François Perrol, qui est président du directoire de la BPCE, a entendu dans ses équipes une femme à ce niveau de responsabilité, ce n'est pas possible. Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, nous dit « Et puis persiste encore le sentiment que les valeurs masculines incarnent davantage le leadership que les valeurs féminines. » Encore de citations. C'est complètement dément. François Perrol, lui, évoque le fait que même s'il serait excessif de parler de résistance active à la féminisation des équipes de direction, trop peu d'hommes s'y intéressent. Et enfin, Guillaume Pépi pense que la mixité peut être ressentie par certains managers comme une menace à l'égard de leurs propres chances de promotion. Ne tombons pas dans l'angélisme. Ce nouveau partage du pouvoir crée inévitablement des frottements. Donc on voit à travers ça différentes raisons probablement aux freins chez les hommes dans le business en s'engager pour davantage de mixité. Là, on pourrait en faire la synthèse de la manière suivante. Il y a un institut qui s'appelle l'Institut Catalyst qui justement a fait ce travail d'identifier, de faire une enquête sur des milliers d'hommes en entreprise et a essayé de cerner quels étaient ces facteurs. Catalyst en a identifié 3. Ce sont la peur, l'ignorance et l'apathie. La peur de la perception de ses pairs. S'engager pour la mixité, c'est en tout cas aujourd'hui pas encore très viril comme question, donc on a peur de ce que nos collègues, nos chefs, nos équipes vont penser. Peur de la perte de statut, peur aussi de dire des bêtises, parce qu'il faut aussi avouer, nous sommes essentiellement, enfin en majorité des femmes ici aujourd'hui, la question du plafond de verre, les difficultés de faire progresser nos carrières, c'est quelque chose qui peut devenir très difficile à vivre en tant que femme, et on peut avoir parfois un langage peut-être agressif, en tout cas qui est entendu de cette manière par les hommes. Et donc, du coup, ils ont peur de s'exprimer. Donc, le premier facteur, la peur. Ensuite, l'ignorance, la méconnaissance. Il y a un rideau de fumée autour de la mixité aujourd'hui. On en parle beaucoup. C'est devenu un sujet sociétal. Est-ce que ça ne crée pas de nouveaux stéréotypes ? Est-ce que ça ne crée pas de nouveaux stéréotypes ? En tout cas, par exemple, on en fait déjà beaucoup pour les femmes. Voilà, exactement. Et je pense que cette perception, enfin cette idée est justifiée. On en parle beaucoup, donc forcément, on a l'impression que les choses avancent. Elles doivent avancer, on en parle tellement. Il y a des programmes mixité, il y a la loi Copé-Zimmermann qui impose un nombre de 40% de femmes sur les conseils d'administration. Donc la perception est forcément que les choses avancent. Or, elles n'avancent pas. Et les hommes ne le savent pas forcément. Et enfin, pour parler du troisième facteur, l'apathie. Bon, l'apathie, ça peut être un peu comment dire, c'est un jugement de valeur sur les hommes en disant ils s'en moquent. En fait, je pense simplement reproduire ce que l'on a déjà fait en entreprise, c'est-à-dire embaucher le même type de personnes qu'on a été habitué à embaucher. Bon, c'est toujours plus facile que de s'embarquer dans un nouveau chantier qui est de faire entrer la mixité. Merci Marie-Christine. Olivia, je me tourne vers vous. Olivia Moore, vous êtes une ex-cadre supérieure d'Unilever et de L'Oréal. Vous êtes mère de 3 enfants et vous êtes aussi humoriste. Alors Olivia, donc votre spectacle Louis, mère indigne cartonne au Théâtre Trévise. Il se joue tous les lundis jusqu'au 27 avril. Alors Olivia, vous avez enquêté autour de vous sur ce qui se passe dans la tête des hommes. Racontez-nous. Oui, alors bonjour. Effectivement, enfin, en tant qu'humoriste, je n'étais pas nécessairement qualifiée pour parler de ce sujet-là, même si je fais partie d'un milieu qui est quand même essentiellement masculin. Donc j'ai un peu d'expérience, mais en fait, du coup, j'ai interrogé des gens autour de moi, et en particulier, j'ai un ami qui fait partie d'un COMEX, donc qui j'ai posé cette question-là en disant que je participais à cette journée. Alors il a eu des réactions que je n'avais pas anticipées, hein, évidemment, un peu pas très politiquement correctes, j'avoue. Moi, il m'a fait un peu dresser les cheveux sur la tête. Alors, je vous dis textuellement ce qu'il m'a dit, parce que je lui dis, toi qui es dans un COMEX, tu ne penses pas que il devrait y avoir davantage de femmes, c'est quand même assez masculin chez toi. Il m'a dit, ah non, on ne change rien du tout. Hein. Moi, je suis très bien comme ça. Moi, j'ai mis des années à dégommer des gus qui voulaient le même job que moi. Hein. Donc, c'est pas pour voir débouler une bonne femme par la face sud juste parce que c'est une femme, ok ?
Je dis, bah attends, t'es détendu, toi. Je dis, enfin, si elle déboule, comme tu dis, c'est parce qu'elle est compétente, en fait. C'est pas parce qu'elle déboule par la face sud, elle a autant ramé que toi. C'est juste que tu files un coup de main, quoi. C'est pas. Il me dit, non, ouais, bah c'est ça, on va en parler des femmes compétentes, c'est bon. Je veux dire, moi, j'ai une sœur, elle m'a pourri toute ma jeunesse, ok. Je veux dire, le côté, vas-y, perfectionniste, donneuse de leçons, gna gna gna, faut pas faire ça, je vais le dire à maman. Voilà, la meuf à tresse, c'est bon, quoi. Hein, je connais ça par cœur, donc ça va. Donc, je lui dis, non, t'es gentil avec ton stéréotype. Elles sont quand même pas toutes comme ça. Il me fait, non, c'est vrai, il y en a, elles ont les cheveux courts. Mais je dis, non, mais je veux dire, mon bureau, c'est quand même, c'est ma chambre, enfin, c'est mon bureau, quoi. Donc, je veux dire, moi, ok, à la maison, c'est madame qui commande. Au bureau, c'est moi, j'ai pas envie de composer encore avec des bonnes femmes, quoi. C'est pas. Tu vois, je veux dire, non, mais je veux dire, on se comprend bien entre nous, les hommes, tu vois. Enfin, on a un vrai, tu vois, enfin, on sait de quoi on se parle, quoi. Tu vois, c'est un vrai, voilà, tu vois. Et donc voilà, c'est juste que les femmes, on parle pas le même langage. C'est pas que je les aime pas. Je veux dire, c'est pas. Je lui dis, bah, évidemment, t'as conscience que c'est quand même pas très sympa pour les femmes, ce que tu es en train de dire, c'est quand même pas comme ça que la société va avancer. Et il m'a dit non, mais j'ai rien contre les femmes de mon équipe, rien du tout. Même les femmes enceintes, je les aime bien. Vachement. Non, mais sérieux, j'ai vachement de tendresse pour elles parce que quand elles sont enceintes, elles chopent une paire de. Je suis super émue quand on dirait ma femme quand elle attendait notre fils. Elle avait une. Enfin, j'aime bien les femmes, quoi. Merci Olivia. Merci Olivia. Voilà, on part de loin. On part de loin, effectivement. Sylvain Aurébi, vous êtes le président d'Orientis, la maison mère des Técosmi et des infusions bio Love Organique. Vous êtes l'exemple d'un patron engagé, mais lucide. Expliquez-nous, pourquoi est-ce que les hommes ont peur et pourquoi ? Moi, j'ai pas peur déjà. Non, j'ai pas peur, sinon je serais pas venu. J'ai pas peur parce que, d'ailleurs, j'ai 70% de femmes dans mon équipe, dans mon entreprise. 70% de femmes, il y en a qui sont là, peuvent faire un petit coucou. Voilà, donc j'ai 70% de femmes et c'est pas que des femmes qui remplissent des boîtes de thé. 7 femmes sur 11 au CODIR. Donc j'ai vraiment des femmes Bravo. Qui dirigent avec moi. Et vous me disiez aussi que les hommes ont peur quand même. Alors les hommes ont peur, mais les hommes ont peur Pourquoi ? que les femmes viennent leur piquer leur place. Vraiment, c'est ce qui vient d'être dit est très drôle parce que ça rejoint ce que je vais vous raconter. Ils ont un petit peu peur des femmes. Déjà à l'école, elles étaient meilleures. Ils le savent bien. Et en fait, il faut se mettre dans la peau d'un homme. Un homme, dans sa vie, il y a plusieurs femmes. Alors, il y a plusieurs types de femmes. Il y a d'abord sa mère. Alors la mère, c'est quelque chose... La mère, ça peut être très bien. La bonne mère, c'est la fée. Hein, on ne va pas faire de psychanalyse à 2 balles, mais un peu quand même. La mère, ça peut être la bonne fée, mais ça peut être la sorcière aussi, la mauvaise mère. Donc il y a des craintes qui naissent déjà tout petit dans l'esprit des hommes. Ça, dans l'entreprise, on ne le voit pas trop parce que pour des questions d'âge, c'est vrai que la mère, la femme plus âgée, on ne va pas avoir à la recruter. Donc c'est un sujet qui n'existe pas vraiment dans l'entreprise. On va pas avoir à la recruter. Elle est déjà là. Elle est déjà là, c'est elle qui nous recrute éventuellement. La deuxième femme qui existe et qui compte dans la vie d'un homme, c'est la petite amie, la compagne, l'épouse. Et là, l'homme a une expérience qui est parfois mitigée. Alors, on peut avoir le bonheur, le plaisir, mais aussi, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des incompréhensions, des tromperies. L'homme est toujours un peu inquiet de cette femme-là. Et dans l'entreprise, elle peut apporter beaucoup de problèmes. Parce qu'une femme dans l'entreprise, d'abord, on peut être tenté. La tentation existe. Ça arrive très souvent. Je vois bien ici qu'il y en a qui sont venus ensemble. Et ensuite, on se dit, ça risque de poser un problème. Si un collaborateur tombe amoureux d'une femme, qu'est-ce que ça va faire ? C'est compliqué. Bon. Donc, il y a une crainte de la femme et de ce type de femme dans l'entreprise. Il y a un troisième type de femme dans la vie d'un homme, ce sont les filles, les enfants. Alors, les filles, c'est formidable. Moi, j'ai 2 filles. Formidables, elles sont exceptionnelles, je les adore, elles sont parfaites. Et vous avez envie qu'elles aient les mêmes chances que les hommes. Alors ça c'est sûr. Donc, j'imagine. alors ça c'est un bon point, mais du coup, on les laisse pas trop s'autonomiser. Et dans l'entreprise, ça donne des gens qui sont un peu pontifiants, qui laissent pas trop les femmes... Paternalistes. Voilà, exactement, qui laissent pas trop les femmes s'exprimer. Donc c'est 3 types de femmes qui
surtout les deux premiers qui font peur aux hommes. Mais il y a un type de femme qui fait extrêmement peur aux hommes. Et Olivia, c'est Olivia ? Olivia en a parlé tout à l'heure, ce sont les sœurs. Ah, les sœurs, c'est exactement ce qu'elle a dit, c'est une catastrophe. Parce que les sœurs, elles sont meilleures. C'est vrai qu'elles vont cafeter aux parents quand on fait une connerie. C'est absolument terrible. En plus, elles sont adorées de leur papa. Enfin, bon, les sœurs, c'est un truc très compliqué. Et c'est dans l'entreprise, c'est les sœurs qu'on devrait avoir. C'est des alter ego, en fait. C'est des femmes comme nous. Et celles-ci, on en a peur. Les hommes en ont peur, véritablement. Et le problème vient de là. Et la grande raison pour laquelle moi, j'ai 70% de femmes dans mon entreprise, c'est que j'ai 2 filles et j'ai pas de sœurs. Pas de sœurs, pas de peur. Vraiment, ça change tout. Merci Sylvain. Voilà. Merci Sylvain. Gérald Carcinti, je me tourne vers vous. Vous êtes le président de HP France. Vous enseignez le leadership à HEC. Expliquez-nous pourquoi la mixité, c'est un combat pour vous. Alors, c'est un mot qui peut faire très masculin d'ailleurs, parce qu'on emploie souvent des termes comme ça, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt... pour moi, j'ai réalisé ça il y a quelques années, parce que je suis, je pense, très engagé sur ce sujet. Donc, j'ai eu la chance de participer à de nombreux débats sur la question. Et on l'a dit en commençant, on parle beaucoup, mais en fait, on ne progresse pas beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'il était très rare que des hommes viennent dans une table ronde, dans un colloque ou peu importe, pour dire je suis contre l'équilibre, je suis contre la mixité, je suis contre les femmes, et le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes. Ça n'arrive jamais, donc encore moins aujourd'hui. Donc j'ai compris qu'en fait c'était comme quelque chose que les hommes donnent aux femmes en venant 1 fois, 2 fois par an. La journée de la femme est un très bon exemple. Forcément, pour moi, c'est un peu bizarre d'avoir une journée de la femme. Ils font ça, et puis après, ils retournent, et puis il n'y a pas de changement. C'est que quand les réunions, les colloques sont terminés, il ne se passe rien. Donc j'ai compris en fait que c'était un combat. Oui, ça rejoint ce que disait Marie-Christine sur l'apathie. Oui, ça rejoint d'ailleurs ce que plusieurs personnes ont dit ici. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote. Ça paraît invraisemblable, mais il n'y a pas si longtemps que les femmes ont le droit de voter. Je crois que les femmes vont devoir se battre pour avoir le droit à l'équilibre. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, on espère que les hommes seront nos alliés dans ce combat. Pas tous, parce que, comme ça a été dit, il y a 0 femme qui dirige une entreprise du CAC 40. Il y a, je crois, 14% de femmes dans les assemblées législatives, et ainsi de suite. Donc, pourquoi combat ? Parce que pour que les femmes passent de 14% dans les assemblées législatives à 50%, même 40%, il va falloir qu'il y ait pas mal d'hommes qui laissent leur siège. Donc, ça s'appelle, pour eux, c'est une perte. Alors, après, la question qui se pose, c'est est-ce que les hommes doivent vivre ça comme une défaite ? Quand on parle de combat, on parle souvent de défaite. Et là, moi, je ne crois pas. On en parlera tout à l'heure, je pense, que c'est une chance pour... c'est un grand mot, mais je pense que c'est une chance pour l'humanité. On a un moment absolument critique aujourd'hui où les femmes vont importer quelque chose que nous n'avions pas avant. Et les hommes vont devoir se redéfinir par rapport à ça. Tout à fait. Et on va le voir aussi dans la suite des thématiques. Les hommes ont aussi énormément à y gagner. Deuxième thématique, si tu es un homme, donne du pouvoir aux femmes. J'ai repris le titre de la dernière campagne de CARE, cette formidable association qui travaille pour l'empowerment des femmes et des petites filles dans le monde. Quelles sont les solutions faciles, pratiques, réplicables dans l'entreprise ? Quelles sont les good practices pour faire des patrons français des champions de la mixité ? Alors Olivia, vous l'avez revu votre ami ? Est-ce qu'il va bien ? Alors il va très bien parce qu'il vient d'accoucher. Enfin, sa femme vient d'accoucher. Voilà, donc lui, il est tout content. Il m'a dit j'ai pris mon congé paternité. Bon, j'avais peur d'être un petit peu mal vu. Puis bon, j'ai décidé d'être courageux pour voir ce que c'est. De prendre le congé maternité, hein, évidemment. Je suis un mec courageux. Non, et puis ma femme m'a dit si tu le prends pas, je divorce. Donc je l'ai pris. Voilà, donc, et alors il s'est passé un truc incroyable, c'est que quand je suis revenue, mais on m'a accueilli en héros, quoi. Je pensais qu'on me ferait un peu la gueule, et en fait pas du tout, quoi. Félicitations, des fleurs, des cartes. Même mon patron, il m'a filé une prime, il m'a dit c'est normal, vous avez des charges en plus. Ça, enfin, j'étais hyper content, quoi. Le regard des gens, j'ai l'impression d'être l'homme idéal, quoi. J'ai l'impression je suis bon pro, bon mari, bon père. C'est incroyable comme j'ai gagné en sex appeal, en fait. Et alors un truc que je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fait les femmes en retour de congé mat, on les accueille pas comme ça. C'est bizarre, hein, c'est un truc... Alors en plus, bon, moi j'étais un peu perturbée parce que j'ai dû filer quelques projets à une femme pour me remplacer pendant que j'étais pas là.
J'étais un peu angoissée, évidemment, hein, c'est normal, parce que bon, on les connaît, hein, cette manie de tout critiquer, rapporter à la maîtresse, tout ça. Et puis non, en fait, j'étais vachement étonnée. Ça vous étonne pas, vous? Enfin, je veux dire... Non, mais elle a été cool. En plus, elle a même rattrapé 2-3 conneries que j'avais faites. Sympa. Ouais, et elle a rien dit à personne. Ça, c'est un vrai pote pour la vie, ça. C'est un... Ah non, mais ça, savoir qu'on pouvait compter sur une femme comme sur un pote, ça, c'est un truc... Non, mais tout de suite, quoi. C'est une histoire de level, quoi. Et donc, du coup, je lui ai dit fort naturellement, je lui ai dit, et donc, tu vas la faire monter dans ton comex, puisque, a priori, c'est... Voilà, elle a été compétente et en plus loyale. Donc, c'est bien. Il m'a fait, oh là, détends-toi, tout de suite, là. Oh. Non, mais moi, je sais pas. Je veux dire, c'est pas grave en soi qu'il n'y ait pas de femme dans un comex. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème? Et je lui dis, bah, c'est pas vraiment un problème, mais le point, c'est que toi, si tu vois un service où il n'y a que des femmes, assez naturellement, tu vas dire, tiens, ce serait quand même pas mal de mettre des hommes. Je fais, bah ouais, évidemment. Surtout les femmes entre elles, on les connaît, quoi, tu vois. Voilà. Et je lui dis, bah, dans un comex où il n'y a que des hommes, tu te dis pas, il faudrait une femme? Et il m'a dit, ah non, pas du tout. Non, je lui dis, mais pourquoi? Enfin, quel est le... Il me dit, bah, c'est pas pareil. Je dis, mais qu'est-ce qui est pas pareil? Il me dit, bah, je sais pas, les hommes que entre eux, c'est normal, mais des femmes que entre elles, je sais pas, c'est bizarre, non? On est loin. Il y a encore du boulot. Gérald Karcinti, comment vous avez fait pour imposer la mixité chez HP France? Alors, concrètement? Imposer, disons qu'il y a un peu de ça quand même, parce que, comme je le disais, quand on est convaincu que c'est un combat et qu'il faut moins parler et plus agir, parce que c'est ça en fait ma conviction, au fond, eh bien on a fait des choses... alors j'ai mis en place ce que j'appelle moi la théorie, je ne le communique pas comme ça, mais finalement c'est un peu ça, la théorie de la tenaille. J'ai appelé ça la théorie de la tenaille. Parce qu'en fait, c'est très compliqué dans une organisation. Chez HP, on est des milliers de salariés. C'est compliqué de véhiculer ces idées-là. Parce que les gens ont peur. Il y a des blocages psychologiques chez les hommes. Et c'est normal, quelque part, si on n'explique pas. Et puis, il y a aussi, d'ailleurs, au passage, on en parlera peut-être tout à l'heure, des blocages psychologiques chez les femmes aussi. Hein. Donc, ce qu'on a fait, la théorie de la tenaille, c'est très simple. J'ai commencé par le haut. J'ai dit, le comité de direction doit être 50-50. Ce qui, dans le numérique, chez HP, on est dans le numérique, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup encore, il n'y a pas assez de jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs et dans les universités scientifiques. Mais on est exactement à parité, 50%, et pas uniquement, comme c'est le cas d'habitude, dans les fonctions, c'est-à-dire la direction des ressources humaines, la communication, comme on le sait habituellement. Non, il y a 50% dans le business. C'est-à-dire que 50% de mon chiffre d'affaires est aux mains des femmes, 50% est aux mains des hommes. Donc ça, c'est la première. Et la tenaille, il y a deux parties. C'est on a un pool, comme toutes les entreprises, de talents que l'on suit de très près, qu'on forme, qu'on fait évoluer. Et là, j'ai imposé, alors là, pour le coup, c'est le terme, à mes managers d'avoir un 50-50, un équilibrage total. Parce que si vous n'avez pas, dans la jeune génération qui va nous succéder, de quoi alimenter avec des talents féminins, vous parlez dans le vide. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez toujours parler de la mixité et de l'équilibrage, ça n'arrivera pas. Donc on a cette théorie de la tenaille, et puis finalement pris par la direction, et puis par les jeunes qui poussent, et qui ont une énergie absolument phénoménale, eh bien ça fonctionne. Alors après, on a fait 2 autres actions, que je décris très rapidement, parce qu'elles sont peut-être plus communes, mais importantes. Bon, j'étais pas très favorable au principe du quota. Je trouvais ça un petit peu dégradant d'avoir à mettre des objectifs de quotas, mais finalement je m'y suis résolu, parce que pour avancer au départ, c'est quand même la bonne technique. C'est le seul moyen. Pas le seul, mais c'est un des moyens les plus efficaces. En tout cas, c'est un moyen efficace. Et ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a mis des objectifs. On dépasse le quota. On a des objectifs, parce qu'on essaie de le faire plutôt bien. Donc d'avoir des femmes qui apportent leur talent dans des fonctions super importantes, dans des métiers et dans des zones d'activité business très importantes. Donc on suit ça. Vous imposez des objectifs chiffrés à vos managers pour promouvoir des femmes. Et un manager qui, vous voyez par exemple dans son équipe, il a 300 personnes dans son équipe. Il a, mettons, 15 managers. Il a 0 femme. 6 mois après, alors qu'on discute régulièrement, il vient dans le comité de direction pour faire son point et il a toujours 0 femme, il a ce qu'on appelle un grand moment de solitude. Donc, et surtout qu'on est là et on est assez incisif. Et puis la formation, parce que je pense qu'il faut continuer à former à la fois et la formation qui s'adresse aux femmes et aux hommes n'est pas la même. On a parlé des blocages psychologiques. J'aime bien l'image de l'homme par rapport à sa mère, parce que je l'utilise souvent aussi. Je pense qu'on a ce type de blocage. Mais par exemple, puisque je suis un des 12 à avoir été interviewé dans le livre Mixité quand les hommes s'engagent,
on va faire un événement, on va profiter de ça, on va faire un événement, on va remettre ça aux 300 managers d'HP France et on va leur en profiter pour passer des messages et discuter avec eux parce qu'il faut échanger, il faut beaucoup échanger. Voilà ce qu'on essaye de faire et je crois, on en parlera tout à l'heure aussi, je pense que ça fonctionne. Merci Gérald. Troisième thématique, pourquoi la mixité, c'est bankable pour les entreprises et pour les hommes à la fois. Alors Olivia, Oui, alors, la mixité dans l'entreprise, il en pense quoi, votre ami? Voilà, ouais. Ah bah, il a son opinion bien à lui. Alors lui, parce qu'il y a une histoire de mixité, performance, tout ça, et donc je l'ai un petit peu interrogé là-dessus, sur ses études qui disent que quand il y a plus de femmes dans le COMEX, bon ben, il y a, voilà, c'est a priori des entreprises plus performantes. Alors on discutait, hein, il me dit non mais moi je veux bien promouvoir des femmes, je veux dire maintenant que je sais qu'on peut être potes, quoi, c'est finalement, bon, bah, non, le truc, c'est que j'ai un peu peur pour le chiffre, quand même. Non, parce que, bon, elles vont nous bassiner avec l'équilibre, vie professionnelle, vie privée, tout ça, on pourra plus faire des réunions à l'heure de l'apéro, tout ça, c'est moins... Enfin, je veux dire, il y avait un vrai facteur convivialité, quoi, tu vois, et... Enfin, bon, on va peut-être se mettre au thé, du coup, je sais pas, enfin, on va réfléchir, quand même. Et, voilà. Non, mais par contre, je jure, le truc de les comex qui ont plus de femmes, elles font plus de chiffres, moi, je dis, j'y réfléchis, si ça se trouve, c'est l'inverse. Si, je t'attends, je t'explique. Il a du mal à y croire. Moi, j'étais un peu surprise aussi. Je lui dis, mais explique-toi. Il me dit, si ça se trouve, c'est des boîtes, elles font plus de chiffres, et donc, elles ont plus de femmes au COMEX. Et pas l'inverse. Malin. Et je dis, mais alors, pourquoi? Et alors, je lui dis, mais c'est quoi le point, en fait? Tu veux en venir où? Il dit, si ça se trouve, comme elles font plus de chiffres, elles ont plus d'argent, et donc elles ont plus de femmes au COMEX parce qu'ils peuvent se les payer. Et je lui dis, mais on est bien d'accord que le problème majeur en ce moment, c'est pas que les femmes sont trop payées. Enfin, tu vois, visiblement, c'est pas le problème, tu vois. Il dit, c'est pas con. Oh non, mais attends, parce que ce que je veux dire, c'est que dans les boîtes qui font plus de chiffres, ça veut dire que c'est des boîtes où nécessairement, c'est des gens qui sont plus créatifs, plus curieux, plus ouverts, plus intelligents, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'ils font plus de chiffres. C'est pas grâce aux femmes. Et donc je lui dis d'accord, donc ça veut dire que en fait c'est des boîtes, c'est des gens, ils sont tellement intelligents, créatifs, ouverts et curieux qu'ils ont mis des femmes dans leur COMEX. C'est ça que tu veux me dire? Bah voilà. On peut reprendre, je suis pas sûre que j'ai suivi. Alors du coup après je vais réexpliquer tout ça, ça a pris du temps, mais voilà, c'était un peu... D'accord, il y a encore du travail. Hein. Il n'est pas encore vraiment un winner de la mixité, hein, votre ami. Bon. Gérald, je me tourne encore vers vous. Rapidement, l'impact de la mixité chez vous en termes de performance chez HP. Alors, là, c'est très simple parce qu'on dit souvent, et toutes les études le montrent, études McKinsey, depuis des années, que plus on équilibre et plus on a de performance. Toutes les études le montrent. Mais moi, je parle d'HP France, puisque c'est ce que je connais bien là en ce moment. Et on a équilibré et on est rentré depuis 2 ans dans les 5 pays les plus performants au monde, à l'intérieur d'HP. Grâce à la mixité. Et dans une France qui, quand même, est une économie qui a l'air de se redresser maintenant, on verra bien, mais qui n'était pas facile. Alors, personne ne peut dire que c'est... personne, je ne vais pas jusqu'à dire que j'ai fait une corrélation entre les deux. Mais personne ne peut me démontrer l'inverse. C'est que depuis que j'ai équilibré, depuis 2 ans, on n'y était pas avant. Donc, je pense qu'on a réussi ceci. On a fait ça et on a nommé aussi pas mal de femmes sur des comptes mondiaux. Et on s'aperçoit que les femmes ont cette capacité de prendre les problématiques dans leur complétude. Et donc, en particulier, sur des comptes mondiaux, qui sont de très grosses responsabilités, il faut manager non seulement l'émotionnel, mais il faut manager l'environnement multiculturel. Et là, elles sont hyper performantes et les résultats sont indiscutables. Il y a de la performance à la clé. Merci Gérald. Jean-Marc Daniel, j'aimerais voir avec vous quels sont les bons et les mauvais élèves européens, rapidement. Oui, juste une remarque personnelle. Je vais sortir un peu traumatisé de cette séance parce qu'il va falloir que j'aille me brouiller avec ma sœur. Je n'avais pas réalisé le rôle négatif que jouaient les sœurs dans une vie. Moi, je m'entends plutôt bien avec elle, mais bon, donc je vais profiter. Oui, je vais profiter de la soirée pour aller lui dire tout son fait. Rôle négatif ou positif? Elle challenge les hommes. Elle va être surprise un peu, mais enfin bon. Mais alors, si je reviens, est-ce que les bons et les mauvais élèves les bons européens. et les mauvais élèves, en fait, tout le monde met en avant, en général, les sociétés scandinaves, qui ont été les premières, effectivement, à confier des responsabilités à des femmes. C'est le Premier ministre du Danemark est une femme, mais la chancelière
généralement dossier d'une femme, mais ça commence à se diffuser un peu partout, c'est-à-dire, et avec là aussi un rapport à ça qui est un rapport de plus en plus banalisé. Ce que je veux dire par là, c'est que Madame Yellen, qui est certainement à l'heure actuelle la personne la plus puissante, la femme la plus puissante du monde, parce qu'on dit Madame Merkel, mais enfin Madame Yellen a un rôle qui est la présidente de la Réserve fédérale des États-Unis. Quand elle se définit en tant que plutôt néo-keynésienne par rapport à un aspect plutôt néo-monétariste chez son prédécesseur, qu'une femme par rapport à un homme. C'est-à-dire, elle se définit en termes de compétences et pas en termes d'une sorte de vision qu'aurait son sexe par rapport à la réalité économique. Ce que je crois, c'est qu'il faut néanmoins là aussi se méfier, parce que alors qu'au niveau des élites et le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes, même si effectivement dans les écoles d'ingénieurs, il y a encore une grande majorité d'hommes, mais dans les écoles de commerce maintenant, c'est plutôt dans le sens inverse que ça va. À l'ENA maintenant, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, donc il y a une espèce de féminisation des élites et d'acceptation par les élites de la féminisation. Juste un exemple, mais tout à fait personnel. Pour venir ici, j'ai pris l'autobus. Il y avait pas mal de monde qui attendait l'autobus. C'était une femme qui conduisait. Il y a quelqu'un qui, manifestement affiché par des signes extérieurs assez évidents sa religion, a dit « Moi, je ne monte pas dans un bus conduit par une femme ». Il l'a fait de façon extrêmement... Mais Jean-Marc Daniel, on dévie un peu. Est-ce qu'on peut rester sur les bons et les mauvais élèves européens, s'il vous plaît? Non, ce que je veux dire par là, c'est que le rapport à la position de la femme dans la société, c'est pas uniquement le COMEX qui est un enjeu, c'est également une société se définit par toute une hiérarchie de positions, toute une hiérarchie de contribution à la création de richesse et à la création du lien social. Et je pense que, encore une fois, ce qu'on croit comme étant une avancée dans un certain endroit peut être contrebattu dans d'autres endroits. Et donc c'est un projet global. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'on parle de femmes digitales. Ce qui va jouer le rôle, à mon avis, le plus important, c'est le fait que la mise en concurrence par les nouvelles technologies ignore les sexes. Ce que je veux dire par là, pour finir sur les transports, lorsque la première grève... Jean-Marc Daniel, vous ne répondez pas à ma question, s'il vous plaît, les bons et les mauvais élèves européens. Je réponds à votre question. Le véritable enjeu, parce que la question de savoir si les Allemands et tout ça, c'est pas ça l'enjeu pour moi. Le véritable enjeu, c'est effectivement... Les pays qui répondent le mieux à cet enjeu sont des pays effectivement dans lesquels l'introduction des nouvelles technologies va modifier le rapport aux relations humaines. Ce que je veux dire par là, et donc je prends un exemple, si vous me laissez parler. L'exemple clair et concret. Je vous laisse parler. L'exemple clair et concret, c'est qu'encore une fois, la première grève qu'ont fait les chauffeurs de taxi dans ce pays, c'était contre une hausse des impôts, c'est assez naturel. Ils ne voulaient pas négocier avec l'Épine. Pourquoi? Parce que l'Épine avait imposé le fait qu'il allait y avoir des chauffeurs de taxi femmes. Et donc, ils ont dit, on ne négocie pas avec ce monsieur parce qu'on met en danger les usagers. Maintenant, si vous estimez que la RATP est mal conduite, si vous estimez que la façon dont les transports publics sont assurés, vous vous adressez à Blablacar. Et si vous allez sur Blablacar, vous pouvez avoir les gens que vous voulez. Et si vous êtes quelqu'un qui conduit, vous pouvez effectivement offrir vos services grâce à Blablacar. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est en train de se faire, c'est que il y a une superstructure intellectuelle qui accepte l'idée qu'effectivement, il faut aller vers davantage de mixité, qui considère que c'est un plus. Et puis, il y a une réalité économique et sociale qui va corroborer cette idée, qui va renforcer cette idée, parce que les gens qui vont essayer de freiner ça, les gens qui vont essayer de limiter ça, se heurteront au fait que les nouvelles technologies, en favorisant les concurrences, vont mettre à égalité les hommes, les femmes, les gens compétents, et les gens qui sont capables de répondre aux attentes de la mixité. Merci Jean-Marc Daniel. Marie-Christine Maéas, je me tourne vers vous. Comment faire des patrons français des champions de la mixité? Comment... Voilà, répondez. C'est ma question. Allez. Alors, on a eu, je vais les citer à nouveau, parce que, comme on le disait, on a eu la chance d'avoir 12 grands patrons, dont Gérald, qui est un véritable warrior, donc tous des warriors de la mixité. Mais ce qu'on leur a demandé, nous sommes allés les interviewer avec mes camarades Valérie Recoplan et Margaret Milan, qui sont les copilotes du livre avec moi. Ce qu'on leur demandait, c'était vraiment la source de leur engagement et pas nécessairement ce qu'il faut faire pour que la mixité avance, mais que faut-il faire pour que les hommes s'engagent davantage? Et donc quelques citations, peut-être avant d'en venir à des idées que les auteurs ont émis dans le reste du livre. Stéphane Richard croit qu'il faut savoir manier l'humour, ne pas trop se focaliser sur les rares irréductibles. Selon Guillaume Pépi, il faut du dur, il faut des objectifs. Carlos Ghosn, lui, affirme qu'il est inutile d'attendre de la bonne volonté. En la matière, seuls les chiffres comptent. Michel Landel, nous avons formé des dizaines de milliers de salariés à ces questions.
Giancarlo Moncellato, lui, recommande d'interdire les blagues sexistes. Il y a quelques éléments ici qui sont quasiment anecdotiques, mais je pense qu'ils sont importants aussi. Michel Landel, lui, parle de la vigilance sur le langage au quotidien, jusqu'à imposer l'usage de les hommes et les femmes, ou ils et elles, pour décrire les équipes. Donc voilà quelques idées. De manière plus générale, je pense qu'il faut, pour que les hommes embarquent, pour qu'ils s'engagent, une des premières idées, c'est d'arrêter de faire de la mixité une question de femmes pour les femmes. La mixité, ce n'est pas une question de mélange de jupes et de pantalons. La mixité, c'est une question de performance. Donc il faut vraiment la présenter ainsi. Donc, pour engager les hommes, il y a la question de la forme est importante. Donc il faut adopter le bon langage. Il y a un autre aspect qui est important, une autre idée qui est importante, qui a été mise par Armelle Carminati, qui est la Chief Resource Officer de Unibail-Rodamco, une des co-auteurs, et qui, elle, parle du fait que les programmes mixité doivent marcher sur deux jambes. On fait beaucoup de choses pour les femmes, pour développer le leadership des femmes, mais il faut absolument qu'un euro dépensé pour les femmes, que pour 1 euro dépensé pour les femmes, il y ait également 1 euro dépensé pour les hommes. En termes de formation. En termes de formation, sensibilisation aux stéréotypes, sensibilisation aux biais décisionnels. Plusieurs compagnies le font, mais et il s'agit d'une sensibilisation qui doit être massive. Donc, il ne s'agit pas du petit tutoriel sur un coin de l'ordinateur que l'on déroule quand on a le temps. Non, il s'agit d'une sensibilisation massive à tous les étages. Il faut que les hommes et les femmes prennent conscience des biais dont ils sont victimes. Il faut donc manier l'humour, Stéphane Richard le dit, il faut donc montrer les bénéfices business, en faire toujours une question de performance, et une question de performance aussi managériale. Le management de la mixité, c'est une caractéristique du manager, du leader de demain. Très important ça. Oui, et puis donc, pour terminer, je pense que la question de la forme, donc il faut évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il est souvent tentant d'avoir, nous, les femmes, un langage assez direct sur la question, parce que nous sommes impatientes que les choses changent, mais il faut savoir néanmoins manier l'humour, éviter tout terme agressif et être vraiment très très inclusive avec les hommes. Je disais tout à l'heure que les hommes ont peur, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il y a une certaine peur qui s'installe, et pour que notamment les hommes n'aient plus peur de s'exprimer, n'aient plus peur de dire des bêtises, il faut développer vraiment, là aussi, à tous les étages, des groupes de parole. Il faut que les hommes puissent, soit entre eux, soit avec les femmes, se lancer dans l'échange, expérimenter leurs paroles, acquérir le vocabulaire. Et voilà, le plus ils seront à l'aise, le moins ils auront peur d'être taclés au prochain virage. Voilà, et plus ils s'engageront. Voilà. Sylvain, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, vous avez promu 2 femmes dans votre entreprise à leur retour de congé maternité. Oui. Donc la mixité, c'est aussi une question de valeur. Expliquez-nous rapidement pourquoi c'est important pour vous. Parce qu'il faut assumer, à partir du moment où on recrute des femmes, il faut assumer qu'elles aient leur vie, les événements de leur vie, oui, qui sont la maternité. C'est un truc absolument naturel. J'ai vu des cas où des hommes ne recrutaient pas une jeune fille qui venait de se marier en se disant elle va faire un enfant, donc forcément elle va être absente pendant 4 mois. C'est absurde. On recrute une femme. Bon, moi j'ai des femmes, j'en ai beaucoup. Elles ont toutes entre 25 et 35 ans, donc elles se marient toutes. Bien que je leur dise de ne pas le faire, mais bon, c'est un autre sujet. Et après, elles ont toutes des enfants. Donc forcément, je sais en recrutant des jeunes femmes qu'elles vont avoir des enfants, et j'en suis ravi. Et donc, il faut assumer le fait qu'elles sont absentes pendant un certain temps, qu'on se débrouille comme on peut pendant leur absence, et qu'à leur retour, elles n'ont aucune raison d'être pénalisées d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vrai que là, ça s'est passé comme ça. Mais il y a deux femmes qui sont rentrées de congé maternité, qui ont eu une promotion parce qu'il y avait des postes qui leur correspondaient, qui se sont libérés à ce moment-là. Et on ne s'est pas dit, ça fait 6 mois qu'elles font rien, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc c'est très important. Je crois que les gens on se fait du bien. Il y a une estime de soi quand on fait des choses justes. Les gens se gargarisent de défendre les droits de l'homme. Ah, je défends les droits de l'homme, je défends les droits de l'homme. Mais les droits de la femme, ça ne leur vient pas à l'idée que c'est aussi une cause qu'on peut défendre et qui fait du bien à soi. Voilà. Ça donne du sens. Oui. Ça donne du sens aussi, j'imagine, à la culture de l'entreprise et aux salariés.
J'imagine, c'est difficile pour moi de le dire, mais il semble, oui, qu'il y ait une façon peut-être différente de voir les choses chez Orientis que dans d'autres entreprises qui sont moins tournées vers les femmes. C'est vrai qu'on a une façon de regarder les choses qui est un peu différente, et c'est peut-être pour ça que notre marketing est différent aussi. On a une façon oblique de regarder les choses, on ne regarde jamais les choses en face. On a une façon différente, et c'est peut-être ce côté féminin qui l'apporte. Donc on voit bien que les effets de la mixité sur l'entreprise sont très forts en termes de performance, en termes de valorisation, en termes d'image, en termes d'attraction aussi des jeunes talents, de responsabilité sociale. Olivia, où en est votre ami? Est-ce qu'il est devenu un winner de la mixité? Enfin, on espère. Vu d'où il part, effectivement, il a progressé. Je l'ai revu il y a quelques semaines. Là, il m'a dit bon, j'ai réfléchi parce qu'en fait, bon, c'est vrai, la mixité, c'est important. Non, puis surtout, ma femme me l'a plaqué, donc du coup, j'ai les enfants en garde alternée. Donc forcément, je suis devenue un peu mixte moi-même, quoi. Mais en fait, j'ai découvert un truc, je bosse pas moins bien, en fait. Et ça, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, non, mais par exemple, l'autre jour, j'avais une main dans les couches et l'autre dans le smartphone. J'ai fait les deux, ça développe les connexions dans le cerveau, quoi, vraiment. Hein, donc non, j'étais fière de moi. Et hier, j'ai discuté avec la directrice de l'école. Purée, elle est plus difficile à négocier que le plus dur de tous mes clients, quoi. Je ne sais pas si vous êtes toutes câblées comme ça, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment vous avoir avec nous plutôt que contre nous. Hein. Sinon, on n'a pas fini enfin, je veux dire de... Enfin, voilà, quoi. Non, enfin bon, non, puis j'ai remarqué un truc aussi, c'est que en fait, j'ai regardé du coup un peu l'histoire des femmes enceintes, là, justement, quand elles reviennent de congé mat. Je me suis rendu compte que niveau boulot, elles ont faim quand même. Hein, Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, j'ai un peu discuté. Apparemment, 3 mois passés à discuter avec un tube digestif, c'est pas si drôle que ça, quoi. C'est pas... Tu vois, en fait, c'est un peu une vraie épreuve, quoi. Alors, du coup, elles reviennent, elles ont super faim, quoi. Tu vois, elles rentrent au bureau, elles sont contentes, en fait. Hein. Moi, je pensais qu'elles seraient tristes, et non. Du tout, elles sont à fond. Donc, du coup, je me suis dit, sur la base d'un peu tout ça, vu qu'une femme, finalement, avec des enfants tôt, c'est quand même efficace, vu que moi, je le suis, a priori, voilà, je me suis dit, je vais peut-être en faire monter 1 ou 2 dans le COMEX, quoi. Parce que bon, et puis je me suis dit finalement c'est peut-être pas mal parce qu'on va bien se comprendre sur le plan familial, tout ça. Au moins elles me poignarderont pas dans le dos quand j'irai chercher les enfants à 17h. Quoi. Merci Olivia. Merci à tous. Merci à tous pour cette intéressante conversation. Merci. Bravo. Merci. Bravo Dalila.